Par une nuit parisienne froide et humide, sous l'imposant pont Saint-Michel, un gamin des rues déguenillées, le regard désespéré, erre en quête de nourriture. Il s'appelle Éric, mais personne ne se souvient de son nom. Il n'est qu'une ombre dans les rues, une de ces nombreuses figures invisibles de la ville illuminée, où le luxe des cafés et des boutiques de luxe peine à se fondre dans la réalité sordide des ruelles et des ponts. C'est une ville de contrastes. Tandis que la tour Eiffel scintille au loin, Éric se blottit dans le coin le plus sombre du pont, tentant d'échapper à la pluie incessante. Ses vêtements déchirés et trempés le protègent à peine du froid. Son estomac gargouille, mais il sait que son prochain repas ne sera pas servi sur des plateaux d'argent comme dans les restaurants chics de la ville. Il sait que pour lui, la nourriture sera ce qu'il trouvera dans les poubelles, ou peut-être un morceau de pain oublié. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel se produit. Dans l'obscurité, il aperçoit une silhouette qui s'approche, un homme aux pas assurés, vêtu d'un costume élégant, à l'allure imposante, celle de quelqu'un qui connaît sa place dans le monde. Un homme, l'air de flâner, se dirige vers le pont comme si c'était sa destinée. Sa présence, d'une certaine manière, semble déplacée dans ce décor décadent et mélancolique. Éric observe, curieux, et décide instinctivement qu'il vaut mieux ne pas s'approcher. Non pas qu'il craigne cette silhouette, il avait déjà appris à composer avec l'indifférence des passants, mais quelque chose dans la posture de l'homme, quelque chose de froid et d'immuable, l'attire le sentiment que peut-être lui aussi était perdu. L'homme atteint le bord du pont, ignorant le garçon, et semble contempler les eaux de la Seine. Le vent glacial lui fouette le visage, tandis qu'il observe le reflet des lumières de la ville dans l'eau. Un instant, il semble ne faire qu'un avec le paysage, presque aussi immobile que les pierres du pont. Mais Éric, sur un coup de tête, décide de parler. « Monsieur, vous n'auriez pas quelque chose à manger ?» demande-t-il, la voix tremblante mais pleine d'un courage tranquille. L'homme se retourne lentement, ses yeux d'un bleu profond observant le garçon comme s'il le remarquait pour la première fois. Un instant, Éric croit que l'homme va l'ignorer, comme tant d'autres avant lui. Mais au contraire, l'homme sourit, d'un sourire énigmatique, comme s'il s'était préparé à cette rencontre. « Je n'ai rien à manger, mais peut-être pouvons-nous parler » dit l'homme d'une voix douce, mais empreinte d'une certaine puissance. Éric, surpris par la réaction, ne sait que faire. Il s'approche, instinctivement attiré par la promesse d'un avenir meilleur, au-delà de la misère qu'il connaît. La lumière des réverbères projette de longues ombres déformées autour de la Seine, comme si la ville elle-même observait en silence. « Je m'appelle Gabriel », dit l'homme en tendant la main, qu'Éric hésite à serrer. « Et vous êtes ?»« Éric », répond le garçon, sans savoir exactement pourquoi il a décidé de révéler son nom. Gabriel observe le garçon un instant, les yeux fixés sur lui, comme s'il cherchait à percer son âme. Le silence entre eux devient pesant, presque palpable, tandis qu'Éric attend le prochain mot. « Tu as une vie difficile, n'est-ce pas ?» demande Gabriel, sur un ton qui ressemble plus à une observation qu'à une question. Éric hoche la tête sans rien dire. Il a déjà entendu ces mots, mais jamais de la part de quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé. L'homme apparemment insensible au froid et à l'humidité paraît se trouver dans un tout autre monde, un monde à 1000 lieues des rues glacées où vit Éric. La conversation s'engage et, peu à peu, Gabriel se dévoile. Il est millionnaire et ses relations s'étendent jusqu'aux cercles les plus influents de la haute société française. Pourtant, ses paroles ne correspondent pas tout à fait aux attentes d'Éric. La façon dont il parle de sa richesse ne sonne pas fière, mais plutôt empreinte de quelque chose de plus sombre. Une intensité dans son regard interpelle Éric. Ce qui commence comme une simple conversation prend une tournure plus profonde, que le garçon peine à saisir. Gabriel révèle qu'il n'est pas seulement millionnaire, il cache un lourd secret, un lien indissoluble avec le monde du crime, un secret qu'Éric est sur le point de découvrir et qui bouleversera sa vie à jamais. Le pont Saint-Michel n'était pas qu'un simple lieu de passage pour Éric, mais aussi le reflet du fossé entre les différentes réalités parisiennes.
Pour lui, la ville n'a jamais été synonyme de glamour ni de rêves accomplis. Elle était le théâtre de ces nuits solitaires, où le froid et la faim étaient ses seules compagnes. Pourtant, en regardant de l'autre côté du pont, où la douce lumière des réverbères illuminait le quartier de Saint-Germain-des-Prés, Éric savait qu'un tout autre monde existait, un monde d'opulence et de luxe auquel il ne pourrait jamais accéder. Là-bas, les cafés parisiens étaient toujours pleins, des gens élégants discutant d'art, de politique et des dernières nouvelles de la haute société. Le contraste était saisissant. La ville d'Éric était plongée dans l'obscurité où le bruit des voitures et les rires étouffés ne parvenaient pas, tandis que celle de Gabriel rayonnait de lumière et d'éclat. Gabriel, pour sa part, portait le poids d'une vie qui ne se résumait pas à la réussite financière. Il était l'héritier d'une dynastie d'entrepreneurs ayant bâti des empires dans l'immobilier et le marché de l'art. Ses entreprises avaient toujours été solides, mais sa fortune, comme celle de beaucoup d'autres, reposait sur des décisions à la limite de la moralité. Il savait qu'il était respecté et craint, mais il ressentait aussi ce vide qui accompagne ceux qui réussissent tout sans jamais rien posséder de vraiment précieux. En parlant à Éric, Gabriel ne se contentait pas de partager ses réussites. D'une certaine manière, il testait le garçon, observant ses réactions à chaque mot, comme s'il cherchait inconsciemment à établir un lien avec quelqu'un qui, de façon pure et simple, n'avait pas encore été corrompu par les jeux de pouvoir complexes et la vanité auxquels il était lui-même confronté. Mais il y avait plus, quelque chose de sombre, dans le sous-texte de ses paroles. Gabriel parlait vaguement du vrai prix de ce qu'il avait accompli, et son regard se perdait souvent sur les eaux de la Seine, comme s'il se remémorait un souvenir douloureux. Pour Éric, qui voyait encore le monde avec naïveté, ces mots étaient énigmatiques, mais ils n'éveillaient pas la méfiance, du moins pas encore. Gabriel semblait être un homme solitaire, plus qu'un homme cruel. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui prenait plaisir à la souffrance d'autrui, mais au fil des heures, Éric commença à percevoir chez cet homme une complexité qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre. Le garçon, en revanche, ressentait une attirance qui dépassait la simple curiosité. Peut-être était-ce le sentiment que Gabriel, d'une certaine manière, savait ce que c'était que de souffrir, ce que c'était que de perdre quelque chose de précieux. Bien que le millionnaire fût entouré de richesses, un vide se lisait sur son visage, comme le reflet de la propre misère d'Éric. Tous deux étaient, chacun à leur façon, prisonniers de mondes qu'ils ne pouvaient quitter, et le pont, cet espace de transition, représentait plus qu'un simple lieu physique. C'était une métaphore de leur existence partagée entre deux mondes. Gabriel commença peu à peu à dévoiler des aspects de sa vie personnelle, partageant des fragments d'une histoire que même ses associés ignoraient. Il ne parlait pas de son enfance, mais évoquait parfois son père, un homme impitoyable qui l'avait formé à devenir une machine à gagner. Mon père m'a appris que le pouvoir ne se conquiert pas, il se prend. Et si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre vous le prendra, dit-il d'un ton qui laissait deviner un souvenir amer, comme s'il se remémorait une leçon douloureuse. Mais ce qui faisait véritablement briller les yeux de Gabriel d'une intensité presque inhumaine, c'était lorsqu'il évoquait sa véritable mission. Il y avait une étrange vibration dans sa voix, une énergie presque électrique lorsqu'il mentionnait des affaires secrètes. À ces mots, Éric ne sut que penser, mais il y avait quelque chose d'inquiétant et de séduisant dans ses promesses. Gabriel parlait de secrets inavouables, de pactes conclus dans l'ombre de la ville, d'un réseau secret qui contrôlait le destin de nombreux individus. Alors que les paroles de Gabriel prenaient un ton plus grave, le garçon hésitait à continuer d'écouter. Quelque chose changeait dans la voix de Gabriel. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'écouter. Quelque chose le retenait près de cet homme qui semblait en savoir trop. Quelqu'un qui avait le pouvoir de transformer la vie d'Éric d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Peut-être Gabriel offrait-il plus que de simples mots, peut-être offrait-il un choix. Mais un choix qui, jusqu'à présent, n'avait semblé qu'une illusion. Les jours suivants, Éric et Gabriel continuèrent de se rencontrer sous le pont Saint-Michel.
Leur première rencontre, qui semblait fortuite, devint rapidement une habitude. Eric, sans savoir précisément ce qui l'attirait chez cet homme, était partagé. D'un côté, la façon dont Gabriel parlait avait quelque chose de fascinant. Ses mots, bien que mystérieux, avaient le pouvoir de faire croire à Eric qu'il pourrait, d'une certaine manière, échapper à sa vie dans la rue. Mais d'un autre côté, une méfiance grandissante s'installait en lui. De son côté, Gabriel semblait observer Eric avec une intensité croissante à chaque rencontre. Leurs conversations s'allongeaient et les révélations devenaient plus profondes. Il commença à parler de sa mission, laissant entendre que le garçon était plus proche d'un destin qu'il ne l'imaginait. Pour Eric, les paroles de Gabriel mêlaient curiosité et crainte. La promesse d'un avenir meilleur l'attirait, mais il commençait à comprendre que cet avenir meilleur n'était peut-être pas ce qu'il paraissait. Ce jour-là, Gabriel n'était pas seul. Il portait sur lui une petite enveloppe, soigneusement scellée, qui paraissait lourde, comme si elle recelait un secret. Lorsqu'il la tendit à Eric, ses yeux brillèrent d'un étrange enthousiasme. « C'est ta première étape, Eric, » dit Gabriel d'un ton léger, comme s'il parlait de quelque chose de simple, comme choisir un chemin. Le garçon regarda l'enveloppe avec hésitation, mais n'osa pas refuser. Il savait que s'il acceptait, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais en même temps, une petite voix intérieure lui disait que c'était le moment qui allait changer sa vie à jamais. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe et y trouva une lettre et une vieille clé enveloppées dans une lanière de cuir. La lettre disait simplement « La clé de la véritable liberté réside ici. Mais souvenez-vous, il n'y a pas de retour en arrière. » Eric, perplexe, regarda Gabriel. Le millionnaire ne donna aucune autre explication. Il se contenta de sourire, comme si tout avait été décidé dès le départ. Les jours suivants, Eric ne cessait de penser à la clé et à la lettre. Que signifiait « liberté » ? Il n'en était pas certain, mais l'idée de fuir la rue et de pénétrer dans le monde mystérieux de Gabriel était tentante. Il savait qu'il devait prendre une décision. La lettre et la clé symbolisaient bien plus que le simple désir d'échapper à la misère. Il y avait là une profondeur qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Mais ce qui commença vraiment à le perturber, ce furent les paroles de Gabriel concernant sa véritable mission. Lors de leur précédente conversation, Gabriel avait évoqué un pacte qu'il avait conclu, une alliance secrète avec des forces qui dépassaient l'entendement. Il avait parlé d'un monde souterrain, d'êtres puissants, liés par un code du silence et des secrets. Gabriel semblait être un élément central de ce jeu, mais il n'avait pas expliqué précisément le rôle d'Eric. Le garçon ignorait encore s'il était manipulé, si Gabriel le considérait comme un pion dans un jeu bien plus vaste. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa petite boîte en carton sous le pont, Eric surprit une conversation entre deux hommes qui passaient dans la rue. Leurs paroles l'interpellèrent. Ils parlaient de Gabriel, mais leurs propos étaient incohérents. L'un d'eux évoqua une échelle qui mènerait les élus à un lieu de pouvoir absolu, mais aussi un prix terrible à payer. Tous ceux qui acceptent la clé, tous ceux qui entrent dans le jeu, perdent quelque chose d'essentiel. « On ne peut y échapper, » dit-il. Cette conversation fit battre le cœur d'Eric à tout rompre. Que savait-il vraiment de Gabriel, de la mission dans laquelle on l'entraînait? Il ignorait encore quel serait son rôle, mais un pressentiment l'incitait à s'interroger sur la nature du destin qui se dessinait pour lui. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante. Gabriel semblait plus distant, ses visites plus rares. Lorsqu'il apparaissait, une étrange froideur se lisait dans son regard, comme s'il observait quelque chose au-delà d'Eric, quelque chose que le garçon ne pouvait percevoir. Lors d'une de ses visites, Gabriel apporta un dernier avertissement. « N'oublie pas, Eric, la clé n'est que le début. Certains voudront te la prendre. Tu devras choisir entre te battre pour elle ou y renoncer avant qu'elle ne détruise tout ce que tu connais. » Le garçon, sans bien comprendre, sentit une pression grandissante dans sa poitrine. Il savait déjà que rien ne serait simple. Ce qui semblait être une chance d'échapper à la misère se transformait en piège. Mais que pouvait-il faire d'autre?
C'était ça ou la vie dans la rue sans avenir. Il y avait quelque chose de séduisant à l'idée de pouvoir entrer dans un monde où il serait enfin vu, où il aurait une véritable chance de changer de vie. La tension montait et les jours s'écoulaient avec un sentiment croissant de catastrophe imminente. Que voulait vraiment Gabriel d'Éric et quel était le véritable prix de cette clé, de cette liberté? Au fil des jours, Éric se sentait de plus en plus attiré par l'univers de Gabriel, mais aussi de plus en plus perdu et angoissé. Le poids de la clé dans sa poche, la lettre énigmatique et les paroles cryptiques de Gabriel le tourmentaient. Au fond de lui, il savait que cette histoire ne ressemblerait pas à celle qu'il avait entendue dans la rue, où les riches sont généreux et où les promesses de salut se réalisent par un simple geste de bonté. Gabriel ne lui rendait plus visite aussi souvent qu'avant. Désormais, il envoyait ses messages par l'intermédiaire d'intermédiaires. Ces hommes, semblables à des ombres, étaient détestés d'Éric, qui ne disait jamais plus que nécessaire. Cela ne faisait qu'accroître le mystère qui entourait Gabriel. Il était devenu une figure distante, une présence autoritaire qui n'apparaissait que lorsqu'il le souhaitait. Lors d'une de leurs rares rencontres, Gabriel parut encore plus réservé que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qu'Éric n'arrivait pas à définir. Peut-être de la peur, peut-être de l'excitation, ou même de l'épuisement. Mais ce qui frappa véritablement le garçon, c'était le comportement de Gabriel ce soir-là. Il n'était pas venu simplement bavarder, il était là pour faire une demande qui allait tout changer. « J'avais besoin de te voir en personne, Éric », dit Gabriel d'une voix empreinte d'une étrange tension. « La situation se complique, d'autres personnes sont au courant de ton existence, de ce qui t'est essentiel, et elles commencent à agir. Je dois savoir si tu es prêt à affronter la suite. » Un frisson parcourut l'échine du garçon. Il avait déjà remarqué la présence de ces hommes mystérieux qui commençaient à rôder autour de sa maison. Il restait toujours à distance, observant, comme s'ils attendaient une réponse. Quel que soit le plan de Gabriel, il paraissait désormais plus réel et plus dangereux que jamais. « Que me veux-tu, Gabriel ?» demanda Éric, laissant enfin éclater le doute qui s'était installé en lui. La clé semblait se transformer en malédiction, et il ne savait plus s'il devait persévérer dans cette voie ou tout abandonner. Gabriel le regarda un instant, comme s'il hésitait sur ce qu'il pouvait révéler. Il prit une profonde inspiration, puis dit « Je dois t'emmener au tournant décisif, Éric. C'est le seul endroit où tu pourras vraiment comprendre ce que signifie cette clé. Mais il ne s'agit pas seulement de liberté, ni seulement d'échapper à la rue. C'est quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines, quelque chose qui changera ta vie d'une manière que tu ne pourras pas contrôler. » Éric essaya de comprendre ces mots, mais ils lui paraissaient vagues et menaçants. Il sentait qu'on lui cachait quelque chose, que Gabriel ne disait pas toute la vérité. « Que se passe-t-il exactement à ce point de transition ?» demanda-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Gabriel hésita comme s'il cherchait la meilleure façon de s'expliquer. Finalement, il répondit « C'est à ce moment-là que les choix deviennent complexes, Éric. Quand tu y arriveras, tu comprendras toute la puissance de cette clé. Mais tu en verras aussi le prix. Beaucoup de ceux qui ont atteint ce stade n'ont pas su gérer ce qu'ils ont découvert. Ils se croient prêts, mais personne ne l'est vraiment. Et une fois qu'on y est entré, il n'y a pas de retour en arrière. » Le ton de Gabriel était grave, presque menaçant. Il n'a rien dit de plus sur ce tournant. Mais la façon dont il en parlait n'a fait qu'accroître l'angoisse d'Éric. Il voulait des réponses, mais il savait que Gabriel ne les lui donnerait pas. Il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Les jours suivants, le garçon ne parvenait plus à se défaire de l'impression d'être observé. C'était comme si la ville s'était refermée sur lui. Les rues familières lui paraissaient désormais menaçantes. Chacun de ses pas semblait scruté. Il sentait des regards menaçants le suivre. De temps à autre, il apercevait l'un des hommes envoyés par Gabriel, et même s'il ne s'approchait pas, il savait qu'ils étaient là pour s'assurer qu'il reste sur le droit chemin. Par une nuit particulièrement calme, alors qu'Éric tentait de se reposer dans sa boîte en carton, il aperçut une silhouette s'approcher au loin.
C'était un homme, vêtu d'un manteau sombre, et à mesure qu'il se rapprochait, Eric réalisa qu'il tenait quelque chose dans ses mains, une clé, la même clé que Gabriel lui avait donnée. La tension s'intensifia lorsque l'homme s'arrêta devant lui et dit, sans aucune salutation, « Qu'est-ce que tu vas faire d'elle, Eric? Es-tu prêt à jouer le jeu ?» Le garçon regarda la clé, et le poids de sa décision pesa enfin sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Des gens, des choses, des ombres étaient déterminés à utiliser la clé, et peut-être n'était-il qu'un pion de plus dans ce jeu, ou peut-être son rôle était-il plus important qu'il ne l'imaginait. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait plus faire marche arrière. L'homme n'attendit pas de réponse. Il tourna simplement le dos et s'éloigna, laissant Eric avec la clé et une question à laquelle il ne savait comment répondre. Dès lors, il n'y eut plus de choix facile. Le jeu avait commencé. Tandis qu'Eric s'efforçait de comprendre les nouvelles menaces qui l'entouraient, il commença à réaliser que l'impact de sa décision affectait non seulement sa vie, mais aussi celle de son entourage. Paris, sous son apparence vibrante, dissimulait un monde souterrain d'ombres et de choix qui semblait s'entremêler d'une manière qu'il ne pouvait pleinement saisir. Une tension palpable s'installait, et les visages familiers dans les rues revêtaient désormais une signification différente, comme si chacun, d'une manière ou d'une autre, était lié à Gabriel et à ses secrets. L'une des premières intrigues secondaires à apparaître fut la relation d'Eric avec la jeune Camille, une fille qui vivait elle aussi dans la rue. Ils se connaissaient de vue, survivant tous deux dans un système qui se souciait peu des invisibles. Camille, cependant, était toujours plus optimiste qu'Eric. Elle avait une énergie débordante, une résilience qu'il admirait, mais aussi une certaine insouciance dans sa façon de voir le monde. Elle croyait même inconsciemment qu'un jour quelqu'un la sauverait. Elle fut la première à remarquer le changement chez Eric. Il n'était plus le même garçon avec qui elle avait l'habitude de parler des petits détails du quotidien, des miettes qu'il trouvait dans la poubelle ou des astuces pour se protéger du froid. Son comportement était différent, distant, et Camille, toujours perspicace, le sentit. Lorsqu'elle le retrouva un soir sous le pont où ils avaient l'habitude de se retrouver, elle ne tarda pas à l'interroger. « Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? Tu es différent » dit-elle d'un air inquiet. Eric hésita, cherchant ses mots. Il ne pouvait pas dire la vérité, il ne pouvait pas parler de Gabriel, de la clé, de la mission qui allait commencer. Il ne pouvait pas parler de la peur qui l'envahissait et de l'immense responsabilité qui commençait à peser sur ses épaules. Alors, il mentit. « Rien, je suis juste fatigué, Camille. Je crois que la vie me pèse un peu plus, c'est tout. » Camille, bien qu'elle sentît que quelque chose clochait, n'insista pas. Elle se contenta de lui toucher l'épaule et de lui adresser un sourire triste, celui de quelqu'un qui sait que rien n'est éternel. Mais au fond d'elle, elle croyait que le destin d'Eric pouvait être différent. Elle avait vu cette lueur dans ses yeux, une lueur qui lui manquait. Et elle savait que s'il réussissait, peut-être qu'elle aussi pourrait trouver une issue. En revanche, le comportement de Gabriel devint encore plus erratique. Il se montra plus fuyant, plus difficile à localiser, comme s'il s'était encore davantage éloigné du monde physique pour se perdre dans les méandres de ses propres choix. Gabriel commença à disparaître pendant des jours, ne revenant qu'avec une hâte et une urgence accrues dans le regard. Lors d'une de ces brèves rencontres, Gabriel fit une confession inattendue. La donne change, Eric. Ce que tu tiens entre tes mains n'est pas qu'une simple clé. C'est le symbole de quelque chose de bien plus grand, un enjeu qui se joue depuis longtemps. Nombreux sont ceux qui viennent ici en quête de pouvoir, cherchant en réalité à échapper au poids de leur propre culpabilité. La clé, elle a un prix. Et ceux qui osent s'emparer de ce qu'elle offre doivent payer de quelque chose de bien plus précieux qu'ils ne le croient. Gabriel n'expliqua pas précisément ce que cela signifiait, mais Eric commençait déjà à comprendre qu'il était impliqué dans quelque chose qui le dépassait. Le ton de Gabriel avait changé. Il ne ressemblait plus au mentor, au guide, mais plutôt à un homme accablé par un fardeau insupportable. Et une petite voix intérieure disait à Eric qu'il ne devait plus s'en mêler, mais la clé était entre ses mains, et il ne savait pas comment faire demi-tour. À cet instant,
la vérité commença à s'insinuer dans son esprit. Il était pris au piège. Il ne s'agissait plus seulement de choisir entre la liberté et la survie dans la rue. Il s'agissait d'un réseau de manipulation, d'un jeu de pouvoir où les pions étaient déplacés par des forces invisibles. Et lui, Eric, était forcé de jouer sans en connaître les règles. Entre-temps, la tension entre Eric et les autres, ces hommes mystérieux au service de Gabriel, s'intensifiait. Il devenait plus agressif, plus intrusif, avec un seul objectif, s'assurer que le garçon suive le chemin qui lui était tracé. Les menaces se firent plus directes. Une nuit, l'un d'eux s'approcha d'Eric d'une voix basse et menaçante. « Tu as la clé, gamin. Maintenant, il faut t'emmener au point de passage. Tu n'as pas le choix, alors ne tente pas de t'enfuir. Gabriel t'attend. Il n'aimera pas te voir essayer de t'échapper. » Eric sentit la peur l'envahir, mais une force intérieure l'empêchait de céder. Il savait que l'enjeu dépassait la simple question de pouvoir. Quelque chose de bien plus profond était en jeu, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. La ville, désormais plus sombre et plus menaçante, semblait se refermer sur lui. Les rues, les ponts, les silhouettes mystérieuses, tout faisait partie d'un complot qu'il ne comprenait toujours pas. Que lui réservait réellement ce tournant décisif? Et quel lien cela avait-il avec son choix d'être avec Gabriel? Alors que les ténèbres l'engloutissaient, Eric se retrouva à la croisée des chemins. Il ne pouvait plus se contenter d'obéir aux ordres de Gabriel, mais en même temps, il ne savait comment résister au poids du destin qui l'entraînait vers le bas. Il sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait à jamais sa vision du monde, et peut-être même sa vie. C'était une nuit froide, et Paris semblait plus sombre que jamais. Les rues, d'ordinaire éclairées par les lumières des cafés et les reflets de la Seine, étaient silencieuses. Un épais brouillard enveloppant tout. Eric marchait à grands pas, sentant le poids de la clé dans sa poche comme une encre. Les dernières paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête. « Il n'y a pas de retour en arrière possible, Eric. Ce qui va suivre va tout changer. » Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Les menaces des hommes de Gabriel étaient devenues plus fréquentes, plus intenses. Chaque fois qu'il se retournait, il sentait un regard peser sur lui, attendant qu'il prenne la bonne décision. Mais en vérité, il ignorait quelle était cette bonne décision. Les promesses de Gabriel lui semblaient un chemin sans fin, une route de promesses vaines et de choix irréversibles. Cette nuit-là, le moment fatidique arriva enfin. L'un des hommes mystérieux réapparut, le visage sombre et le regard vide. Il s'approcha d'Eric d'un pas ferme, l'expression impassible, mais sa présence était imposante. Plus de paroles aimables ni de promesses d'aide. Ce que Gabriel lui avait demandé était clair. Il devait se rendre au point de transition, un lieu qui restait un mystère pour Eric. « Il est temps que tu vois la vérité », dit l'homme d'une voix froide et distante. « Gabriel t'attend. Il t'en a assez montré. Il est temps maintenant de tenir ta promesse. » La vue de Paris, avec ses hauts immeubles et ses ponts illuminés, commença à s'estomper à mesure qu'Eric et l'homme s'éloignaient de la ville. Ils suivirent un chemin inconnu, loin du quartier familier d'Eric, jusqu'à atteindre un lieu isolé. Un vieux bâtiment abandonné, apparemment oublié de tous. L'édifice était ancien, avec des murs de pierre usés et des fenêtres brisées qui laissaient entrer l'obscurité. C'est là qu'Eric entrevit pour la première fois l'enjeu réel. En entrant dans le bâtiment, un silence pesant régnait et des ombres semblèrent se dessiner à mesure qu'il avançait dans les couloirs crasseux. Il entendit une porte s'ouvrir devant lui et aperçut une faible lueur, celle d'une lampe vacillante dans un coin. Gabriel l'attendait. Mais ce qui a vraiment surpris Eric, ce n'était pas Gabriel lui-même, mais ce qu'il était en train de faire. Gabriel était assis à une table sur laquelle étaient éparpillées plusieurs photos. Lorsqu'Eric s'approcha, il comprit que ces photos ne représentaient ni des célébrités, ni des événements publics. C'étaient des photos de gens ordinaires, des gens qu'il connaissait, des personnes qu'il avait croisées à Paris. Il y avait des photos de Camille, d'autres mendiants dans la rue, même de personnes qu'Eric n'aurait jamais imaginé associées à Gabriel. De plus,
Toutes les photos étaient entourées d'un cercle rouge, indiquant que ces personnes avaient été choisies. Gabriel leva les yeux vers Eric, et un sourire froid se dessina sur son visage. « Je sais ce que tu penses, Eric. Mais tu dois comprendre qu'il n'y a pas d'innocent dans cette histoire, ni toi, ni moi. Chacun a un rôle à jouer. Ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'une façade, une illusion de contrôle. » Le cœur d'Eric s'emballa. Il s'éloigna de la table, cherchant une issue du regard, mais les hommes de Gabriel se rapprochaient, bloquant toute possibilité de fuite. Quelque chose clochait. Ce qu'il voyait n'était pas ce à quoi il s'attendait. Quelque chose clochait profondément. Un réseau de manipulation qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. On se servait de lui, mais le pire était encore à venir. « Tu te demandes pourquoi, n'est-ce pas ?» poursuivit Gabriel en se levant et en s'approchant lentement. « Tu croyais que je te guidais vers la liberté, mais la clé que tu portes ne te libère pas, Eric. Elle t'enchaîne à un cycle. Tu n'es qu'un pion dans ce jeu éternel. Le tournant n'est pas un lieu physique, Eric. C'est un changement intérieur, celui qui s'opère lorsque tu acceptes enfin ce qui doit être fait. » Eric était paralysé. La vérité que Gabriel révélait était dévastatrice. Il fixait les photos et son esprit commença à se désorganiser à mesure qu'il comprenait ce qui se passait. Gabriel, l'homme qu'il croyait mystérieux et puissant, était pris dans un réseau de contrôle et de manipulation où des vies humaines étaient instrumentalisées dans un jeu de pouvoir. Vous êtes en train de dire que toutes ces personnes ont été choisies, utilisées par vous? La voix d'Eric tremblait, mais il ne pouvait plus cacher l'horreur que le ton de Gabriel éveillait en lui. Gabriel sourit, mais son visage était dépourvu de toute joie. C'était un sourire vide, dénué de toute compassion. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir, Eric. Il s'agit de faire en sorte que les cycles se poursuivent, que les choses avancent. Tu détiens la clé, mais la vérité est que tu n'es pas le premier à la manier, et tu ne seras pas le dernier. C'est alors qu'Eric a compris. Il n'était pas simplement manipulé pour suivre le chemin choisi par Gabriel. Il était pris dans un jeu où tout le monde était manipulé, où chaque action, chaque choix s'inscrivait dans un système de contrôle plus vaste et impersonnel. Le tournant n'était pas une libération, c'était un changement radical, où ceux qui prenaient part au jeu en étaient consumés. Le choc fut si violent qu'il en eut le souffle coupé. Le poids de la clé, qui lui avait paru un symbole d'espoir, se mua en un fardeau insupportable. Il regarda Gabriel et, pour la première fois, ne vit ni un mentor, ni une figure énigmatique, mais un homme qui avait perdu son humanité. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas ?» dit Eric d'une voix tranchante. Gabriel ne répondit pas, mais son regard en disait long. Maintenant que la vérité était sous ses yeux, Eric savait que le seul moyen de sortir de ce jeu était d'enfreindre toutes les règles. La révélation fut dévastatrice. Ce qui avait semblé être une chance de changement, une échappatoire à la vie dans la rue, se révélait désormais un piège sans issue. Gabriel, qui avait paru auparavant protecteur et énigmatique, était devenu un manipulateur. Celui qui avait orchestré le parcours d'Eric avec une précision méticuleuse. Il n'était pas un simple mentor, il était un maître du jeu, et tous ceux qui l'entouraient n'étaient que des pions qu'il déplaçait selon son sombre dessein. Eric fut submergé par un tourbillon d'émotions, une rage sourde le consumait, mêlée à un profond désespoir et à un sentiment d'impuissance. Il savait qu'il avait été trompé, mais que pouvait-il faire désormais ? Il était arrivé au point de non-retour. La clé que Gabriel lui avait donnée n'était pas un simple objet. Elle symbolisait son emprisonnement. Et le pire de tout, il avait été choisi. Il n'avait pas été sauvé. Il avait été désigné pour entrer dans un cycle dont personne, pas même Gabriel, ne pouvait s'échapper. Après la révélation, les hommes de Gabriel commencèrent à l'encercler, avançant lentement, mais sûrement. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La partie touchait à sa fin et Eric était entièrement soumis à son sort. « Alors tu as enfin compris, n'est-ce pas ?» dit Gabriel d'un ton presque satisfait, comme s'il voyait un enfant saisir enfin sa position.
Toi et moi, Eric, c'est pareil. Tu es juste une version plus jeune et plus impulsive de moi. Mais au final, on joue tous au même jeu. Eric regarda la clé dans sa poche, son poids lui rappelant sans cesse ce qu'il était devenu. Il repensa à sa vie d'avant, dans les rues froides de Paris, à lutter pour survivre, à la solitude de son enfance, à fuir ses responsabilités. Il avait toujours cru que sa vie lui échappait, qu'il n'était qu'une victime du système. Mais à présent, il comprenait que le vrai système, ce n'était ni la rue, ni la pauvreté. C'était Gabriel. C'était le jeu. Vous êtes en train de me dire que je ne suis qu'un pion de plus entre vos mains, que toutes les vies que vous contrôlez ne sont qu'un jeu? Demanda Eric, la voix tendue, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il regarda le garçon avec un mélange de pitié et d'admiration. Quelque chose avait changé dans son regard. Pour la première fois, il semblait avoir conscience de la nature même de son rôle. Oui, Eric. Tu as été choisi parce que tu possèdes quelque chose que les autres n'ont pas, le désir de t'évader. Tu as soif de pouvoir, mais en même temps, tu portes un fardeau, la culpabilité, la frustration. Et c'est ce qui nous unit, le besoin de transcender. Et si tu survis à cela, tu en ressortiras plus fort, mais tu ne seras plus jamais le même. Le garçon regarda Gabriel, sa colère et sa confusion grandissant à chaque mot. Il avait l'impression que le monde s'écroulait autour de lui. Il était piégé, sans issue. Les ombres s'épaississaient et les hommes de Gabriel avançaient, se rapprochant lentement, comme s'ils attendaient seulement la confirmation qu'il avait accepté sa nouvelle réalité. L'air autour de lui paraissait lourd. Les murs de la pièce se resserraient, comme s'ils se noyaient. C'est alors qu'Eric prit sa décision. Il refusait de participer au jeu de Gabriel. Il ne voulait pas devenir un pion de plus dans sa toile de manipulation. Sans réfléchir, il fit demi-tour et s'enfuit. Courant comme jamais auparavant, les souvenirs de ce qu'il laissait derrière lui se mêlaient à la réalité de ce qui l'attendait. Il ignorait où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, sous le regard glacial des hommes de Gabriel. Mais la réaction de Gabriel fut quasi immédiate. Il donna un ordre à voix basse, et les hommes se mirent en mouvement. Eric sentit une pression dans le dos, mais l'adrénaline le poussa à continuer. Il courut dans les rues, tentant de se fondre dans la foule, d'échapper à l'ombre de Gabriel, mais la ville qui lui avait été familière lui paraissait désormais étrangement menaçante. À chaque tournant, il avait l'impression d'être poursuivi. La clé dans sa poche semblait peser de plus en plus lourd. Il savait qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Mais en même temps, il refusait désormais le rôle que Gabriel voulait lui confier. Il ne voulait pas être un pion dans le jeu de quelqu'un. Lorsqu'il atteignit un pont, le vent lui fouettant le visage, les lumières de la ville scintillant au loin, quelque chose se brisa en lui. Il baissa les yeux vers le fleuve, sentit l'eau froide, et alors, pour la première fois, il ressentit une lucidité soudaine. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui échappait au contrôle de Gabriel. Il ne savait ni comment ni pourquoi, mais il savait qu'un choix lui restait à faire, un choix qu'il devait faire seul. La clé était entre ses mains, mais il pouvait enfin décider de ce qu'il allait en faire. Eric n'avait plus de réponse, mais il savait que même dans sa confusion et sa colère, il avait la force de décider de son propre destin. Et c'était peut-être ce que Gabriel ne comprendrait jamais, que malgré les injustices du système, quelque chose de plus fort existait. Le désir d'une liberté véritable, d'échapper à l'emprise de celui qui le contrôlait. Après sa fuite désespérée à travers la ville, Eric se retrouva seul, loin du regard de Gabriel et des hommes qui le poursuivaient. Paris, qui lui avait toujours été familière, lui paraissait désormais étrange et lointaine, une jungle de béton où il se sentait plus perdu que jamais. Il ignorait où il se trouvait exactement, mais le froid mordant de la nuit et le son lointain des sirènes de police lui rappelaient que, même libéré physiquement de Gabriel, il lui restait encore beaucoup à affronter. Sans le sou, sans plan et avec la clé qui pesait lourdement sur sa poche, rappelant sans cesse son passé, Eric sentit la panique l'envahir. Comment allait-il survivre? Que faire de cette clé?
À quoi lui servait-elle maintenant, s'il avait renié tout ce que Gabriel avait prévu pour lui? L'évasion n'avait pas résolu tous les problèmes d'Éric. Au contraire, elle n'avait fait qu'en créer de nouveaux. Il se retrouvait seul, sans le filet de sécurité que lui offrait Gabriel, et sans comprendre pleinement la vérité sur ce qui s'était passé. La partie n'était pas encore terminée. Il lui fallait désormais trouver un moyen de redéfinir ses propres règles. Les premiers jours, Éric était perdu. Il se cacha, trouvant refuge à la périphérie de la ville, où les rues étaient moins fréquentées, mais aussi plus dangereuses. Il sentait encore la pression des hommes de Gabriel, entendait encore leurs pas dans l'ombre, comme s'ils rôdaient sans cesse. Il ne savait où aller, ni à qui demander de l'aide. Sa seule compagnie était la clé, et d'une certaine manière, elle était devenue un fardeau insupportable. Mais avec le temps, Éric commença à comprendre quelque chose d'important. Il s'était échappé, certes, mais la liberté qu'il avait conquise ne lui avait été ni accordée par Gabriel, ni par les hommes qui le surveillaient. C'était une liberté qu'il avait obtenue par lui-même, un premier pas vers l'émancipation. Il n'était plus un pion dans un jeu. Il s'était échappé, mais le véritable combat restait à venir. C'est alors qu'il retrouva Camille. Elle le cherchait, ignorant ce qui s'était passé, mais pressentant que quelque chose n'allait pas. Elle le trouva dans l'un des rares endroits où il se sentait en sécurité, près d'une station de métro abandonnée où les sans-abri se cachaient souvent la nuit. Elle s'approcha, le regard inquiet, mais aussi avec une détermination tranquille qu'Éric reconnut immédiatement. « Tu es vivant !» dit Camille d'une voix basse mais pleine d'émotion. « Je savais que tu n'étais pas seul, Éric. Je savais que tu t'en sortirais. Mais que s'est-il passé? Qu'as-tu fait ?» Éric la regarda, partagé entre gratitude et culpabilité. Il voulait parler, tout expliquer, dire la vérité sur Gabriel et sur le jeu qui se jouait. Mais les mots lui manquaient. Il se sentait piégé, non seulement par la situation, mais aussi par le poids de ce qui s'était passé. Camille, elle, le regardait d'un air qui n'exigeait aucune explication. Elle savait ce qu'il avait fait. Elle savait qu'il cherchait à se reconstruire, à retrouver son identité dans un monde qu'il ignorait. « Je ne sais pas si je fais le bon choix, » dit enfin Éric, « mais j'ai besoin de découvrir qui je suis sans lui. J'ai besoin de laisser tout ça derrière moi. » Camille acquiesça. Elle avait compris. Et à cet instant, Éric réalisa que c'était peut-être là la véritable libération. Non seulement échapper à l'emprise de Gabriel, mais aussi trouver une nouvelle voie, une voie qu'il pouvait choisir lui-même. La clé dans sa poche ne le contrôlait plus. Désormais, il était maître de son destin. Peu à peu, il comprit que son plus grand défi n'était ni d'affronter les hommes de Gabriel, ni de percer le mystère de la clé. Il s'agissait de se confronter à lui-même, d'affronter la peur de la vulnérabilité, de vivre sans la sécurité des ombres et des manipulations. Il devait apprendre à vivre pleinement, sans la certitude d'un mentor, sans les promesses d'un avenir facile. Il devait découvrir sa propre force, et pour cela, il lui faudrait se libérer des fantômes du passé. Camille l'a aidé à trouver un sens à sa vie. Elle lui a montré que survivre dans la rue ne se résumait pas à trouver de quoi se nourrir et s'abriter. C'était une question de lien, de petits gestes d'humanité qui permettaient à d'autres de survivre. Ensemble, ils ont commencé à faire de petits boulots informels. Camille donnait un coup de main dans une librairie d'occasion, et Éric, grâce à son sens pratique et son œil avisé, s'est mis à faire des livraisons et même à vendre des objets d'occasion qu'il trouvait. C'était un début modeste, mais pour Éric, c'était un commencement. La clé était toujours en lui, mais elle n'avait plus la même importance. Il savait qu'un jour, il devrait en assumer les conséquences, mais pour l'instant, il apprenait à vivre libéré du poids du passé. Il reconstruisait sa vie et, ce faisant, il commençait à comprendre que la véritable liberté ne résidait pas dans le fait d'échapper à l'emprise d'autrui, mais dans la capacité de prendre ses propres décisions, même lorsque tout semblait impossible. Le chemin à parcourir restait semé d'incertitudes, mais désormais, avec Camille à ses côtés et fort de sa propre volonté, Éric sentait qu'enfin,
Il commençait à forger son destin. Non plus comme un pion dans le jeu de Gabriel, mais comme un homme qui avait sa propre voix, ses propres désirs et surtout la capacité de se battre pour les obtenir. Au fil du temps, Éric ressentait une pression croissante, comme si le passé rôdait sans cesse, prêt à ressurgir. Il savait que, même s'il avait réussi à échapper à Gabriel, préserver sa liberté ne serait pas chose aisée. La ville semblait se refermer sur lui, chaque coin de rue lui rappelant le combat intérieur qu'il devait encore mener. Parfois, il avait le sentiment que la clé, bien que dépourvue de pouvoir immédiat, représentait quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, et que, tôt ou tard, il devrait y faire face à nouveau. Camille, avec son esprit indomptable, avait été le point d'ancrage dont il avait besoin. Avec patience et persévérance, elle l'avait aidé à bâtir un petit havre de normalité dans un monde qui continuait de tourner autour d'eux. Ensemble, ils avaient commencé à construire une vie simple, loin des jeux de pouvoir et des ombres qui hantaient Éric. Mais malgré cette paix apparente, quelque chose s'agitait dans l'ombre. Il sentait le regard de Gabriel à chaque coin de rue, l'écho de pas inconnus. La sensation d'être traqué. Un soir, en rentrant dans le petit appartement où il habitait désormais, Éric trouva un message. Il était simple, écrit d'une écriture froide, presque impersonnelle. « Tu peux courir, mais tu ne peux pas t'échapper. Le jeu continue, et tu possèdes quelque chose qui m'appartient. Le destin de tous ceux que tu aimes est entre tes mains. » Le message le troubla, sans pour autant le surprendre. Il savait que Gabriel ne le laisserait pas partir si facilement. Le doute commença à s'insinuer à nouveau en lui. Que voulait Gabriel de cette clé? Et surtout, pourquoi semblait-il si obsédé par l'idée de maintenir Éric prisonnier de ce cycle? Était-il lui-même pris au piège, incapable d'en sortir? C'était peut-être là une vérité encore plus sombre. C'est alors qu'Éric prit une décision. Il ne pouvait plus vivre dans l'incertitude, il ne pouvait plus attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes, ni que Camille soit sa seule raison de continuer. Il savait que tôt ou tard, Gabriel le retrouverait, mais la prochaine fois, il voulait être prêt. Il ne serait pas un pion de plus dans le jeu de Gabriel, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, il chercha Camille du regard, déterminé, mais accablé par un secret qu'il savait devoir lui confier. La tension était palpable. Elle sentait que quelque chose se préparait, mais elle ignorait quoi. « Camille !» commença Éric, la voix ferme, mais chargée d'émotion. « Je ne peux plus fuir. Il faut que ça cesse une fois pour toutes. Je ne laisserai pas ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé à tous, être vain. Gabriel viendra me chercher, je le sais, mais je vais l'affronter. Je dois découvrir la véritable signification de cette clé et ce qu'il veut en retirer. » Camille le regarda avec un mélange d'inquiétude et de compréhension. Elle savait qu'au fond, Éric ne serait plus jamais le même après tout ce qui s'était passé. Il avait changé, non seulement à cause de la fuite de Gabriel, mais aussi parce qu'il avait décidé de ne plus se laisser contrôler par personne. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'en empêcher. Une force inébranlable animait désormais Éric, et elle la voyait dans ses yeux. « Tu dois faire ce qui est bon pour toi, Éric, » dit Camille d'une voix douce mais ferme. « Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Je serai là jusqu'au bout, même si je ne comprends pas tout. Quel que soit ton choix, nous le ferons ensemble. » Ces mots lui donnèrent du courage. Au fond de lui, Éric savait que la confrontation avec Gabriel était inévitable. Il avait été entraîné dans ce jeu dès l'instant où il avait accepté la clé. Mais que pouvait-il en faire maintenant? Comment pouvait-il prendre le dessus sur Gabriel? C'était clair pour lui. La clé n'était pas qu'un simple outil de contrôle, c'était la clé pour briser le cycle. Il devait l'utiliser non pas pour acquérir du pouvoir, mais pour briser les chaînes qui l'emprisonnaient. S'il y avait une chose qu'il avait apprise jusqu'alors, c'était que le véritable pouvoir résidait dans la capacité de faire des choix non dictés par autrui, des choix qui ne dépendent ni de la manipulation ni du contrôle. Cette nuit-là, tandis que les vents glacés de Paris balayaient les rues, Éric et Camille se préparèrent à l'affrontement. Ils savaient que Gabriel et ses hommes ne s'attarderaient pas. Le dénouement approchait et Éric était prêt à l'affronter de front. Mais il manquait encore quelque chose.
La clé dans sa poche n'avait pas encore révélé son ultime secret. Et Eric savait que, pour briser le cycle de la manipulation, il lui faudrait comprendre pleinement ce qu'elle représentait. Il ne pouvait plus être un pion, ni vivre dans l'ombre de Gabriel. Il devait devenir maître de son destin. Tandis qu'il se préparait à l'affrontement, Eric contemplait l'horizon. La ville était plongée dans un silence inquiétant, comme si elle attendait le moment crucial. Et en lui, une flamme d'espoir s'alluma. Peut-être pouvait-il encore accomplir ce que personne d'autre n'avait réussi, briser le jeu. Paris semblait muette, comme en attente de l'événement imminent. Les réverbères vacillaient sous la brise glaciale qui soufflait sur les ponts et dans les ruelles. La nuit était plus sombre que jamais, et le silence qui enveloppait Eric et Camille, tandis qu'ils arpentaient les rues désertes, était d'un poids insoutenable. Ils savaient que la confrontation était inévitable, mais ils ignoraient comment elle se produirait. Dès l'instant où Eric décida d'affronter Gabriel, son esprit s'emballa, cherchant des réponses. Que faire de la clé ? Que représentait-elle vraiment? Plus important encore, comment arrêter Gabriel, un homme qui semblait tout savoir et tout contrôler? Il sentait qu'il lui manquait des pièces du puzzle, mais une intuition lui disait que la clé, entre ses mains, recelait encore un dessein qu'il ne comprenait pas pleinement. Et puis, comme si les rues de Paris conspiraient contre lui, un bruit brisa le silence. L'écho de pas. Lentement, la silhouette de Gabriel émergea de l'ombre. Il était accompagné de 2 hommes, mais contrairement à ses apparitions précédentes, il n'avait plus l'air d'un mentor ou d'une figure énigmatique. Il était différent, plus menaçant, plus intimidant. On pouvait lire dans son regard la frustration et le désespoir. « Alors tu es venu », dit Gabriel d'une voix douce mais empreinte d'une puissance contenue. « Je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement, Eric. Le jeu finit toujours par rattraper ses joueurs. » Eric ne bougea pas, mais le poids du mot « jeu » lui transperça l'air comme une lame. Il regarda Gabriel et pour la première fois ne ressentit aucune peur. Il éprouva un mélange de colère et de compréhension, comme s'il voyait enfin l'homme derrière la façade. « La partie est terminée, Gabriel », dit Eric d'une voix ferme, plus forte qu'il ne l'aurait cru possible. « Je ne suis plus un pion, et tu n'es plus le maître non plus. » Camille, à ses côtés, observait la scène avec appréhension, mais faisait confiance à Eric. Elle savait qu'il avait mûri, que le combat qu'il menait désormais était intérieur, et qu'il n'était plus le garçon perdu qui avait un jour trouvé Gabriel sous le pont. Il avait évolué. Gabriel s'avança et croisa le regard d'Eric. Ces hommes restèrent là, sur leur garde, mais n'intervinrent pas. « Tu crois pouvoir briser le cycle ?» lança Gabriel en riant d'un rire sec et sans émotion. Tu crois pouvoir me défier après tout ce que tu as appris? Tu crois pouvoir quitter le jeu sans en payer le prix? Eric regarda la clé qui était encore dans sa poche. Elle semblait palpiter, attendant qu'il s'en serve. Il savait que pour briser ce cycle, il devait comprendre ce que cette clé représentait. Il regarda Gabriel, sentant qu'au fond de lui, Gabriel ne serait jamais libre tant qu'il continuerait à vouloir contrôler les autres. Et c'était là la différence entre eux. Gabriel pensait tout contrôler, mais en réalité, il était prisonnier du cycle qu'il avait lui-même créé. Et Eric, tout en cherchant encore des réponses, comprit enfin que le seul véritable contrôle était celui qu'il exerçait sur lui-même. « Tu ne me comprends pas, Gabriel. » La voix d'Eric ne tremblait plus. « Je ne veux plus jouer à ton jeu. Je ne suis plus un pion sur ton échiquier. Tu m'as fait croire que je devais faire partie de quelque chose de plus grand que moi, mais maintenant je vois que tu es tout aussi prisonnier que nous tous. La clé, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le contrôle. La clé, c'est le choix d'être libre. » Gabriel le regarda avec dédain, mais une lueur dans ses yeux trahissait un doute qu'il refusait d'admettre. Il recula d'un pas, jetant un coup d'œil à ces hommes, désormais déconcertés, comme s'ils ne savaient plus quoi faire. « Tu ne peux pas simplement, » commença Gabriel, mais Eric l'interrompit. « Je le peux, parce que maintenant je sais, je n'ai pas besoin de cette clé pour être libre. Vous m'avez donné ce que j'avais déjà en moi, la capacité de décider, et je décide de ne pas participer à votre jeu. » C'est alors qu'Eric sortit la clé de sa poche. Il la serra fermement dans sa main,
fixant Gabriel d'un regard intense qu'il ne se connaissait pas. Que ferait-il de cette clé à présent? Il n'en savait rien. Mais il savait que l'essentiel n'était pas ce que la clé représentait physiquement, mais ce qu'elle symbolisait, son choix de ne pas se laisser manipuler, son choix de ne se soumettre à l'autorité de personne. Gabriel sembla hésiter. Les hommes autour de lui restèrent immobiles, comme s'ils attendaient une réaction, un ordre, quelque chose qui leur indiquerait la marche à suivre. Mais rien ne se produisit. Seul le bruit du vent qui sifflait dans la ville se fit entendre. C'est dans ce silence pesant qu'Éric fit son choix. Il laissa tomber la clé au sol, fixant Gabriel droit dans les yeux. « Le cycle est terminé », dit Éric, ses mots résonnant dans la nuit froide parisienne. « Je choisis ma liberté. » Lorsque la clé toucha le sol, une vague d'énergie parcourut la pièce et Éric sentit un changement. Gabriel et ses hommes semblaient figés dans le temps, comme si la ville elle-même avait cessé de respirer. Éric ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais une chose était claire. Le pouvoir que Gabriel exerçait sur lui, sur tous, était enfin brisé. Gabriel, le visage empreint de fureur et de surprise, regarda Éric, comme pour tenter de comprendre ce qui venait de se passer. Mais plus rien ne pouvait l'arrêter. Il avait été mis au défi et vaincu, non par la force physique, mais par la volonté d'Éric. Un long silence s'ensuivit. Gabriel finit par céder. Il savait que, même s'il avait perdu le contrôle sur Éric, la partie n'était pas encore terminée pour lui. Mais à présent, il savait qu'il ne pouvait plus manipuler personne, ni Éric, ni ceux qu'il considérait comme faibles. La clé perdue, gisant au sol, Éric se tourna vers Camille, qui lui sourit, soulagée et pleine d'espoir. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais pour l'instant, au moins, Éric était maître de son destin. Après l'affrontement, Paris poussa un soupir de soulagement. Le silence qui planait sur le combat entre Éric et Gabriel se dissipa, laissant place à une nouvelle ère de liberté pour le jeune homme. Bien que Gabriel ait battu en retraite, la véritable victoire d'Éric résidait non seulement dans la défaite de celui qui l'avait manipulé, mais aussi dans le recouvrement de son autonomie, de sa véritable liberté. Éric regarda Camille tandis qu'il s'éloignait du lieu de la confrontation. Elle lui sourit, un sourire discret mais chargé de sens. Ils savaient tous deux que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Ils n'avaient pas encore anéanti l'empire de Gabriel. Mais ce qui s'était passé cette nuit-là était bien plus profond. La fin d'un cycle, le dépassement des peurs et des manipulations qui avaient marqué la vie d'Éric. Il ressentit en lui quelque chose de nouveau, d'inédit. C'était une force intérieure, non pas celle qui s'exerçait en dominant autrui ou en étant dominé, mais la force de décider qui il serait, la force de forger son propre destin. Les jours suivants furent difficiles, la tension restait palpable. Gabriel, bien que vaincu, n'était pas un homme qu'on oubliait facilement, et son ombre planait encore. Mais Éric savait désormais que, contrairement à ce qu'il avait imaginé, la véritable liberté ne résidait pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité de les affronter sans se soumettre à personne. Lui et Camille ont repris leur vie en main et ont commencé à la reconstruire. Ils ont trouvé un petit endroit simple où ils pouvaient travailler, étudier et peu à peu se créer un espace qui leur appartienne vraiment. La clé qui avait jadis symbolisé le pouvoir de Gabriel était désormais perdue, mais d'une certaine manière, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'il avait appris à vivre sans elle. Éric commença à comprendre la valeur des choix, même dans les situations les plus difficiles. Il apprit que, même s'il ne pouvait pas tout contrôler autour de lui, il aurait toujours le pouvoir de choisir qui il voulait être, et que finalement, c'était ce qui comptait le plus. Quand il repensait à son enfance, à sa vie dans les rues de Paris, il lui semblait presque irréel d'être arrivé aussi loin. Le garçon qui avait jadis erré en marge de la société construisait désormais sa propre histoire, non plus en victime, mais en héros de son propre destin. Pourtant, une question persistait. Gabriel pouvait-il vraiment changer ou resterait-il prisonnier de son propre jeu? Éric l'ignorait encore, mais une chose était sûre, il refusait désormais de vivre dans l'ombre de qui que ce soit.
La dernière fois qu'il a posé son regard sur Paris, il n'a plus vu la ville comme le labyrinthe de manipulation et de peur qu'il avait connu, mais comme un lieu de possibilités, où, enfin, il avait la liberté de marcher à son propre rythme, à la recherche de son avenir, sans plus aucune chaîne. Des années ont passé depuis cette nuit décisive à Paris. Éric arpente désormais les rues avec un sourire serein, enfin libéré du poids du passé. Avec Camille, il a ouvert une petite librairie, un havre de contes et de rêves, où ils aident ceux qui, comme lui, se sont un jour sentis perdus. Parfois, Éric contemple encore la clé, rangée dans un tiroir, se remémorant tout ce qu'il a surmonté. Mais une question persiste dans son esprit. Et Gabriel, qu'est-il devenu? Tandis que la ville poursuit son cours, Éric sait que la véritable liberté ne réside pas dans la fuite, mais dans la capacité à se réinventer. Le parcours d'Éric a été marqué par sa lutte contre la manipulation de Gabriel, la rupture d'un cycle d'emprise et sa quête de liberté et d'identité. Tout au long de l'histoire, il a mûri, pris des décisions cruciales et finalement tracé un nouveau chemin aux côtés de Camille. La clé, qui symbolisait autrefois le pouvoir, est devenue un simple rappel des épreuves qu'il a surmontées. Le parcours d'Éric nous montre que souvent, la véritable liberté ne réside pas dans la fuite des difficultés, mais dans la capacité à choisir son propre chemin. Même lorsque le monde qui nous entoure semble nous contrôler, que feriez-vous à sa place? Pourriez-vous vous aussi briser le cycle et vous réinventer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou avec vos amis. Qui sait, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un à prendre son destin en main. N'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres histoires qui repoussent les limites et explorent le pouvoir du choix.